C'est un honneur réitéré pour moi de prendre la parole aujourd'hui. En ma double qualité de secrétaire général et président de la commission d'organisation de l'atelier national d'appropriation des réformes innovantes en matière de promotion des droits de l'homme, de lutte contre la corruption et de cybercriminalité. Je voudrais, avec votre permission, Monsieur le ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, faire un rappel des motifs des réformes et mettre en exergue les objectifs assignés tout en donnant la justification du présent atelier. Monsieur le ministre, sous votre leadership éclairé, notre département a opéré des réformes innovantes qui marqueront indubitablement l'histoire de la justice malienne. Certaines de ces réformes au plan national constituent des innovations majeures dans l'ordonnancement juridique et l'encadrement institutionnel de notre pays. Il s'agit du pôle national économique et financier, loi 2021-051 du 29 septembre 2021, de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, loi 2022-048 du 23 novembre 2022, de la Direction nationale des droits de l'homme, ordonnance numéro 2023 du 10 février 2023. Au plan international, certaines innovations constituent une première dans notre sous-région, voire en Afrique. C'est le cas du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, loi numéro 2022-058 du 22 décembre 2022, portant modification de la loi du 20 août 2001, portant code de procédure pénale. Monsieur le ministre, la structuration transnationale des grands groupes économiques, l'internalisation des échanges commerciaux et financiers, l'accès à de nouvelles technologies de communication ont donné aujourd'hui à l'ensemble des problèmes économiques et financiers une dimension nouvelle qui crée des opportunités aux activités délictueuses. La criminalité d'affaires progresse à un rythme exponentiel. Malgré la thérapeutique classique, on assiste à une délinquance chronique et endémique traitée par une justice appelée à s'adapter et évoluant dans un monde en perpétuel mouvement. Les méthodes classiques qui, pour la plupart, se basaient sur des investigations basées sur l'auteur de l'infraction, ont montré leurs limites. Il s'est donc avéré nécessaire, au lieu exclusivement d'aller de l'auteur au crime, de partir également du fruit du crime à l'auteur de l'infraction. D'où l'ingénieuse idée de la création de l'agence de recouvrement et de gestion des biens gelés, saisis ou confisqués. Mesdames et messieurs, la spécialisation est une réponse à l'adaptation des structures judiciaires aux nouvelles formes de criminalité. La naissance des juridictions spécialisées n'est pas la résultante d'une réflexion théorique, mais le fruit d'un constat pratique. L'autorité judiciaire étant de plus en plus fréquemment saisie de procédures d'une grande complexité, nécessitant l'apport de compétences spécialisées et diversifiées, il est apparu nécessaire de concentrer des moyens dans certaines juridictions afin de leur donner la possibilité de mener des investigations particulièrement approfondies. La nouvelle dynamique insufflée à la lutte contre la délinquance économique et financière et la lutte contre la cybercriminalité s'analyse comme une méthode moderne de gestion des hommes et des femmes chargés de la lutte contre la délinquance financière et la cybercriminalité, tant chez les magistrats que des partenaires de la justice, que sont les officiers de police judiciaire mis à la disposition exclusive et notamment des pôles à travers la brigade économique et financière, ainsi que les assistants spécialisés et provenant des sphères économiques et financières et des cyberespaces.
Quant à la Direction nationale des droits de l'homme, sa création se justifie par l'absence de pendant institutionnel au niveau de notre département, dont l'une des principales missions consiste à mettre en œuvre les actions de promotion et de protection des droits de l'homme. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, les réformes ne valent que par l'application qu'en font les acteurs, d'où l'impérieuse justification de la tenue du présent atelier qui permettra aux acteurs concernés de s'approprier et de disposer d'orientations nécessaires à la réussite des dites réformes. Aussi, il importe d'accompagner le changement par le renforcement des capacités. Ces réformes sont de nature à renforcer la confiance du citoyen dans le système judiciaire. La présente session prévoit des exposés de partage d'expérience et d'expertise des anciens procureurs du pôle économique et financier, des magistrats instructeurs, des procureurs de la République, des experts en matière de droits de l'homme. Il est prévu également des travaux d'échange entre praticiens sur l'opérationnalisation du pôle national économique et financier, du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués et de la Direction nationale des droits de l'homme. Le présent atelier regroupe les premiers présidents, les procureurs généraux, les présidents des chambres d'accusation, les procureurs des pôles économiques et financiers, les présidents et les procureurs des tribunaux de grande instance, les officiers de police judiciaire, les experts nationaux et la société civile. Monsieur le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, il sera également mis à la disposition des participants, comme vous l'avez affirmé lors du lancement de la Semaine de la Justice, le recueil des arrêts des cours d'assises et des chambres d'accusation du Mali en matière de corruption et de délinquance économique et financière 2016-2021. Le récapitulatif des données statistiques relatives aux affaires de délinquance économique et financière, au terrorisme, à la drogue et à la criminalité transnationale organisée 2018-2022. La revue des circulaires du ministère de la Justice 2016-2023 et les textes de création du pôle économique et financier, du pôle national de lutte contre la cybercriminalité, de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués et de la Direction nationale des droits de l'homme. La présente session est destinée à proposer une feuille de route conséquente et des modalités de fonctionnement optimales des nouvelles structures. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, telles sont les activités retenues pour l'atelier d'appropriation des réformes innovantes en matière de promotion des droits de l'homme et de lutte contre la corruption et la cybercriminalité. La commission d'organisation, que j'ai l'insigne honneur de présider, à qui je demande de bien vouloir se lever, les membres de la commission d'organisation, pour être vraiment applaudir les femmes et les hommes qui travaillent d'arrache-pied. Je vous remercie. Donc, me charge de vous adresser ces sincères remerciements pour votre leadership, votre constante disponibilité et votre implication personnelle qui ont permis l'organisation du présent atelier. Je vous remercie. La justice est encore une fois de plus honorée de vous accueillir à l'occasion de cette cérémonie marquant l'ouverture de l'atelier national d'appropriation des réformes innovantes en matière de promotion des droits de l'homme et de lutte contre la corruption et la cybercriminalité. Je voudrais particulièrement saluer la présence de mon collègue membre du gouvernement, Monsieur le ministre de la Refondation,
qui a accepté de répondre à notre invitation malgré les contraintes liées aux impératifs de son agenda, donnant ainsi un éclat particulier à cette cérémonie. Chers collègues, permettez-moi de vous adresser mes sincères remerciements et de vous exprimer ma profonde gratitude, tout en associant l'ensemble de la famille judiciaire. Nos sincères remerciements vont à l'endroit de vous tous, chers invités, pour votre participation à cette cérémonie qui démontre une fois de plus votre engagement aux côtés de mon département, mais aussi votre attachement pour la cause de la justice et des droits de l'homme dans notre pays. Je voudrais singulièrement faire mention de l'accompagnement constant de certains partenaires techniques et financiers du secteur de la justice, dont la présence à cette cérémonie est la preuve indubitable et manifeste de leur détermination à accompagner le gouvernement de la République du Mali dans le cadre des réformes législatives et institutionnelles, en particulier dans le secteur de la justice, malgré un contexte international difficile à cause des choix stratégiques opérés par notre pays face à l'évolution de l'environnement géopolitique. Chers collègues, chers invités, mesdames et messieurs, après la première édition de la Semaine de la Justice, dont le bilan est plus que satisfaisant, l'opportunité nous est encore donnée, acteurs de la justice, représentants de la société civile, partenaires techniques et financiers et organisations de défense des droits de l'homme, de nous retrouver pour partager la réflexion en vue de doter notre département d'une boussole permettant de rendre opérationnelles nos nouvelles structures créées à la suite de certaines réformes. En effet, l'un des objectifs de cet atelier national consiste à élaborer une feuille de route d'opérationnalisation du pôle national économique et financier, de l'agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués, de la Direction nationale des droits de l'homme et du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre la cybercriminalité. Pour atteindre cet objectif, un accent particulier a été mis sur la capitalisation des expériences acquises dans le domaine de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, mais aussi sur le partage de bonnes pratiques et d'approches avec diverses communications qui seront faites par des praticiens avérés dans les domaines concernés. Par ailleurs, à travers l'organisation de cet atelier, mon département entend souligner toute l'importance et le rôle stratégique de ces nouvelles structures à un moment où notre pays est engagé dans une dynamique nouvelle visant à refonder l'État et à créer les conditions d'un changement qualitatif de comportement pour l'émergence d'un nouveau type de citoyen prêt à assumer ses devoirs et ses responsabilités dans l'œuvre de construction nationale. À cet égard, la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière et la lutte contre la cybercriminalité sont au centre des actions du gouvernement dans le domaine de la gouvernance et de la gestion des affaires publiques, conformément aux orientations éclairées du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Tirant les leçons des échecs des différentes politiques mises en œuvre dans ce domaine, les plus hautes autorités du pays, à travers mon département, dans une démarche résolue et volontariste, ont adopté courant l'année 2021 et l'année 2022 les réformes nécessaires qui ont abouti à la création du pôle national économique et financier doté d'une compétence nationale qui remplace le pôle économique et financier institué dans les 3 ressorts de cour d'appel de Bamako, Kaï et Mopti. Avec ce nouveau pôle qui va avoir incessamment un procureur de la République spécial à sa tête, notre pays se donne les moyens d'assurer une application harmonieuse de la politique pénale sur toute l'étendue du territoire national en matière de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, tout en renforçant l'efficacité de l'action judiciaire sur l'ensemble de la chaîne de traitement des affaires de délinquance à col blanc. Faisant suite à l'énumération judicieusement faite des motifs ayant conduit à la création du pôle national économique et financier, il est utile de préciser que l'une des insuffisances de l'ancien dispositif judiciaire contre le phénomène et qui a été corrigée, c'était la non-prise en compte de l'échelon de la cour d'appel et des compositions de jugement dans l'organisation des pôles. Le nouveau pôle a l'avantage d'être mieux organisé, avec une compétence d'attribution plus élargie, des moyens d'action plus efficaces et un environnement institutionnel propice à l'efficacité des procédures.
Cela m'amène à évoquer l'apparition de nouvelles structures dans l'environnement du pôle dont le rôle est incontestablement et indubitablement complémentaire. Un chaînon dans la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. Il s'agit en l'occurrence de l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués. Chers invités, mesdames et messieurs, l'Agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués était sans nul doute le chaînon manquant pour que notre pays soit doté d'un dispositif prenant en compte l'ensemble des mécanismes par lesquels l'action judiciaire peut avoir un effet efficace, tant sur le plan répressif ou dissuasif que sur le plan de la sauvegarde et de la défense des intérêts de l'État, depuis le début de la procédure judiciaire jusqu'à la décision définitive. La complémentarité entre cette agence et le nouveau pôle apparaît de manière évidente, dans la mesure où le recouvrement et la gestion ne portent que sur des biens dont la saisie, la vente ou la confiscation sont opérées sur la base des décisions judiciaires. Aussi, cette agence tire sa matière première des attributions du nouveau pôle en matière de saisie des biens, meubles et immeubles, permettant ainsi de mieux garantir les intérêts de l'État depuis le stade de l'enquête préliminaire. Il est heureux de constater que l'agence, qui a des liens fonctionnels très étroits avec le pôle national économique et financier, vient renforcer le cadre institutionnel de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, qui offre désormais un large éventail de structures judiciaires, administratives et de comptes dont les contributions seront précieuses en matière de renseignement. Je veux parler de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, du Bureau du vérificateur général, de la Cellule nationale de traitement des informations financières, du Contrôle général des services publics, de l'Autorité de régulation des marchés et délégation des services publics, des inspections ministérielles, de la section des comptes de la Cour suprême, mais aussi de tous les services pouvant fournir des renseignements dans le domaine des finances, de la fiscalité et de la comptabilité, des domaines et du cadastre et de l'administration des biens. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour affirmer de manière solennelle et péremptoire que mon département est résolument engagé à créer les conditions nécessaires pour assurer au nouveau pôle un bon démarrage et un ancrage institutionnel favorable au bon accomplissement de sa mission. Comme toute nouvelle structure, il a besoin de l'accompagnement et du soutien, non seulement des acteurs judiciaires, mais aussi de toutes les structures administratives et institutionnelles avec lesquelles il sera amené à nouer des liens de partenariat dans le cadre de sa mission. Il s'agit de mobiliser tous les acteurs concernés autour du nouveau pôle, afin qu'ils puissent répondre aux attentes des plus hautes autorités du pays et de nos concitoyens, qui fondent à juste titre un grand espoir quant au rôle stratégique et primordial que cette nouvelle structure est amenée à jouer en matière de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière dans notre pays. S'agissant du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre la cybercriminalité, c'est le nouveau fleuron faisant la fierté pour la simple raison que notre pays est en train de jouer un rôle pionnier en cette matière au niveau sous-régional, régional, voire continental. Pouvait-il en être autrement quand on sait les conséquences dévastatrices de la cybercriminalité à travers le monde, qui ne laisse guère le choix à des pays comme le nôtre, confrontés au terrorisme et à la criminalité transnationale organisée, que de s'organiser pour y faire face. En effet, tous les spécialistes s'accordent sur les liens étroits existants entre la cybercriminalité et la criminalité transnationale organisée, en raison de la connexité des faits infractionnels liés à ces phénomènes et au mode opératoire. La création du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre la cybercriminalité se justifie par des raisons de défense et de sécurité, de protection des entreprises et du tissu économique, de sauvegarde et de protection de nos valeurs culturelles, sociales et sociétales séculaires. Elle s'est imposée comme un impératif lié aux défis contemporains pour le développement harmonieux et durable de notre pays. Aussi, est-il utile de préciser également que la cybercriminalité peut avoir des liens de connexité avec les nombreux comportements infractionnels en matière de corruption et de délinquance économique et financière. Je voudrais affirmer ici avec force la volonté et la détermination des plus hautes autorités de notre pays
à lutter contre cette nouvelle forme de criminalité qui a trouvé un terreau favorable à travers de nouvelles technologies de l'information et de la communication, notamment les réseaux sociaux, au point d'être au cœur des préoccupations de notre société avec des attaques de toutes sortes contre la dignité, l'honneur, la probité, les biens et même la vie des citoyens. Vous conviendrez avec moi dès lors que la création de cet organe judiciaire démontre à suffisance la clairvoyance et le volontarisme du gouvernement de la transition dans la lutte contre la cybercriminalité sous les orientations éclairées de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et la conduite du Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Shogel Kokala Maïga. Chers invités, mesdames et messieurs, la dernière structure dont l'opérationnalisation sera au centre des échanges de cet atelier, c'est bien la Direction nationale des droits de l'homme. En effet, l'ambition d'une administration centrale dédiée relative aux droits de l'homme, longtemps nourrie, a finalement été concrétisée, dotant notre pays pour la première fois dans son histoire d'une Direction nationale des droits de l'homme. C'est pour vous dire que cette création est loin d'être fortuite. Si notre pays se félicite du rôle que la Commission nationale des droits de l'homme joue en matière de promotion et de protection des droits de l'homme, il n'en demeure pas moins qu'elle a besoin d'avoir un répondant au niveau du département, afin d'assurer de manière efficace la prise en charge des questions des droits de l'homme au plan technique et administratif. Qu'il s'agisse de l'élaboration des éléments de la politique nationale, du traitement des rapports périodiques produits par les organisations de défense des droits de l'homme, de l'élaboration du rapport national en matière de droits de l'homme ou du suivi des questions relatives à cette matière, les domaines d'intervention de cette nouvelle direction relèvent d'une pertinence et d'une nécessité justifiant amplement sa création. Il est utile de préciser que l'opérationnalisation de cette nouvelle structure va intervenir dans un contexte particulier où notre pays est victime d'une certaine campagne de dénigrement entretenue par certaines organisations de défense des droits de l'homme qui n'hésitent pas à utiliser nos propres concitoyens à des fins inavouées pour salir la réputation de notre pays. Il est inutile de préciser que la création de la Direction nationale des droits de l'homme vient rallonger la liste des actions et des initiatives apportant la preuve manifeste de l'engagement et de la volonté de notre pays en matière de protection et de promotion des droits de l'homme. En effet, qu'il s'agisse du respect des droits et libertés des citoyens, de la lutte contre l'impunité sous toutes ses formes ou des conditions de détention dans les maisons d'arrêt, notre département a toujours accordé une attention particulière aux questions des droits de l'homme, malgré les contextes difficiles liés à la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. L'héritage historique de notre pays en matière de droits de l'homme, avec la charte de Kourkanfougan datant du XIIIe siècle et l'attachement des plus hautes autorités de la transition au respect des engagements juridiques internationaux ratifiés par notre pays, ne nous laisse guère le choix que de mieux nous organiser pour assurer nos responsabilités en matière de promotion et de protection des droits de l'homme. Chers invités, mesdames et messieurs, au regard de l'importance attachée à chacune de ces nouvelles structures, mon département fonde beaucoup d'espoir quant aux résultats qui sortiront de vos échanges afin de faciliter leur opérationnalisation. À cet égard, je voudrais inviter chaque participante et chaque participant à partager son expérience et son expertise afin de recenser les meilleures idées possibles permettant d'atteindre les objectifs de cet atelier, notamment l'élaboration d'une feuille de route pour chaque nouvelle structure. Je ne saurais terminer sans adresser mes sincères remerciements à la commission d'organisation et aux différents partenaires techniques et financiers pour leur apport capital à la réussite du présent atelier. C'est sur ces mots d'espoir et de gratitude que je déclare ouvert les travaux de l'atelier national d'appropriation des réformes innovantes en matière de promotion des droits de l'homme et de lutte contre la corruption et la cybercriminalité. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à Bamako pour participer au séminaire régional sur l'inventaire des dimensions médicinales, thérapeutiques et culturelles du dromadaire en Afrique.
permettez-moi de vous remercier sincèrement pour avoir répondu à l'invitation. Chers participants, la cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une coopération scientifique entre l'Institut d'économie rurale et l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ISESCO, en vue d'améliorer la productivité de l'élevage camélin dans les pays du Sahel. Mesdames et messieurs, la génération et la mise à échelle des technologies d'élevage du dromadaire au cours des 2 phases du projet adaptation de l'agriculture et de l'élevage au changement climatique, conjointement financé par le gouvernement de la République du Mali et le Royaume de Norvège, ont permis la mise au point de techniques éprouvées d'élevage, la génération de connaissances d'utilisation médicinale et thérapeutique des produits du dromadaire, le renforcement de la résilience des pasteurs et agropasteurs des zones arides et désertiques du Sahel. Il s'avère donc important de partager ces acquis, mais également de bénéficier de ceux des autres participants, attestant ainsi de l'importance que revêt ce séminaire. Je suis convaincu que durant les 3 jours du séminaire, les débats seront francs et sincères et que les résultats combleront nos espoirs communs. En effet, la diversité des participants indique tout l'intérêt que porte le gouvernement du Mali, les partenaires techniques et financiers aux recherches pour le développement durable des systèmes d'élevage du dromadaire, qui est un animal résilient aux variabilités du climat dans les zones arides. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer ces mots de bienvenue sans adresser mes sincères remerciements aux partenaires qui sont le Royaume de Norvège et l'ISESCO, qui n'ont ménagé aucun effort pour accompagner financièrement et techniquement l'Institut d'économie rurale dans la mise en œuvre du présent séminaire. Une fois de plus, je souhaite la bienvenue aux participants et leur remercie pour leur présence au séminaire régional pour l'inventaire des dimensions médicinales, thérapeutiques et culturelles du dromadaire en Afrique. Je vous remercie. Permettez-moi tout d'abord de remercier Monsieur le représentant du ministre délégué en charge de l'élevage et de la pêche pour l'accompagnement et le soutien du département depuis la tenue du premier atelier sur le dromadaire jusqu'à la présente rencontre qui sera axée sur les dimensions médicinales, thérapeutiques et culturelles du dromadaire. Monsieur le représentant du ministre délégué, cela témoigne de votre engagement constant de votre département à soutenir toute initiative allant dans le sens de la promotion et le développement durable de l'élevage dans notre pays. Mesdames et messieurs, le dromadaire est un animal par excellence des zones arides et semi-arides d'Afrique et d'Asie. Il est d'une importance avérée dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, surtout pastorales, et la régénération des écosystèmes forestiers et agroforestiers. Faut-il le rappeler que la production du lait de chamelle à l'échelle mondiale est estimée à plus de 5 millions de tonnes par an. Par ailleurs, l'élevage extensif du dromadaire permet de lutter contre la désertification. Il favorise la protection des écosystèmes et la biodiversité génétique des espèces végétales des zones arides et semi-arides. Mesdames et messieurs, chers participants, au-delà des valeurs et de l'importance évoquées qui ont fait l'objet d'un premier atelier, la présente rencontre va se pencher sur les propriétés médicinales et pharmaceutiques prêtées au dromadaire, en l'occurrence le lait de chamelle, l'urine du dromadaire, la bosse de dromadaire, la cure salée et la course du dromadaire qui seront des thématiques que les participants aborderont ici. Mesdames et messieurs, j'ose donc espérer que ce moment de rencontre regroupant rarement des experts de haut niveau sera une opportunité d'échange fructueuse entre acteurs
éleveurs, experts et personnes ressources autour du dromadaire. C'est donc le lieu pour moi de réitérer notre gratitude et nos sincères remerciements à notre partenaire, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'ICESCO, pour son appui en faveur du Mali dans ses différents domaines de compétences, notamment l'éducation, les sciences, la culture et la communication. Je ne saurais terminer sans remercier les experts nationaux et internationaux pour leur disponibilité et leur intérêt pour la présente rencontre. Je vous remercie. Il me soit aujourd'hui l'honneur et le privilège de vous transmettre les sincères salutations et les profonds remerciements de son Excellence le Dr Salem Al-Malik, directeur général de l'ICESCO, à la cérémonie d'ouverture du séminaire régional sur l'inventaire des propriétés médicinales, thérapeutiques et culturelles des produits du dromadaire en Afrique. La cérémonie qui nous réunit ce matin, au-delà de sa solennité, témoigne, si besoin est, de la dynamique de la coopération entre l'ICESCO et le gouvernement du Mali et ses partenaires dans un contexte d'insécurité alimentaire et de dégradation des écosystèmes exacerbés par le changement climatique avec un effet multiplicateur. Ainsi, pour renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes, les systèmes d'élevage sont susceptibles de jouer un rôle important. Car au Mali, malgré une faible productivité et une faible création de plus-value, ces systèmes contribuent pour 19% au produit intérieur brut et constituent une source significative de subsistance pour environ 80% de la population. Parmi ces systèmes d'élevage, celui des dromadaires revêt une importance toute particulière, en cela qui sont les seuls animaux qui peuvent prospérer et être productifs dans les zones arides et semi-arides d'Afrique d'une manière générale. En effet, de nombreux résultats ont montré que l'élevage extensif du dromadaire permet de lutter contre la désertification et de favoriser la protection et la biodiversité des espèces. Mesdames, Messieurs, honorables invités, la particularité du dromadaire, c'est qu'au-delà des avantages écologiques, l'espèce joue également un rôle important en matière de sécurité alimentaire, de développement socio-économique et de réduction de la vulnérabilité des populations des zones arides à travers ses principaux produits que sont le lait, la viande et j'en passe. En effet, avec une demande mondiale en pleine croissance, le commerce de la viande dromadaire est devenu un marché dynamique représentant une opportunité pour les pays africains, quand bien même on constate une insuffisance de données fiables sur les flux réels. En ce qui concerne le lait, il représente la production la plus importante de l'animal et constitue aussi l'aliment de base des populations nomades. Capable de produire du lait en consommant un fourrage médiocre, la production laitière des chamelles est estimée à environ 2500 litres par période de lactation en Afrique, contre 12 000 litres en Asie du Sud. Vous saisissez bien la différence et l'enjeu. Ces potentialités en matière de production laitière, d'une part, et la forte croissance du marché mondial, d'autre part, se traduisent par l'émergence d'une véritable industrie laitière caméline dans plusieurs villes subsahariennes. Mesdames, Messieurs, honorables invités, si les avantages écologiques et socio-économiques du dromadaire sont bien connus et reconnus, il s'avère indispensable de souligner l'importance de certains de ces produits pour la santé des populations notamment. Cela revient à aborder l'objet du présent séminaire qui donne l'occasion de faire un inventaire le plus exhaustif possible des propriétés médicinales et thérapeutiques des produits du dromadaire. En effet, le lait de chamelle a la réputation de présenter des propriétés médicinales, probiotiques, auxquelles l'industrie agroalimentaire commence à s'intéresser. Les propriétés médicinales attribuées au lait de chamelle et ses produits transformés peuvent être liés à certains de ses composants, tels que la lactoferrine, l'immunoglobuline, la vitamine C, etc. Tandis que l'usage thérapeutique de l'urine de chameau est bien ancien, puisque inscrit dans le Coran,
car il avait même été présenté par Avicenne, l'un des plus grands médecins de l'époque médiévale. Loin d'un effet placebo, les observations empiriques traditionnelles de l'urine ont été prouvées scientifiquement par certaines recherches qui ont démontré que l'urine de chamelle en début de gestation avait des propriétés anticancéreuses, plus particulièrement le cancer du foie. Les vertus thérapeutiques de l'urine peuvent se justifier par le fait qu'elle ne contient pas d'ammoniac, à l'inverse des autres animaux, et elle est pauvre en urée, ce qui fait qu'elle est potentiellement pas toxique. Mieux, elle est à moins 10 fois plus riche en sels minéraux que les urines humaines. Mesdames, Messieurs, honorables invités, sans avoir la prétention de m'étendre sur des thématiques que des experts et connaisseurs que vous êtes le feront mieux que moi, permettez-moi de compléter le tableau avec les valeurs culturelles du dromadaire. En effet, Madame la secrétaire générale de la Commission nationale l'a souligné, au Sahel, on a la cure salée, qui est une fête annuelle au Niger, par exemple, qui rassemble les éleveurs. Et on a aussi la course des dromadaires en Asie, dans les pays du Golfe, principalement le Sultanat d'Oman, les Émirats arabes unis. Cette tradition a amené même l'UNESCO à inscrire cette course du dromadaire comme pratique sociale au patrimoine festif de l'humanité. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je ne saurais terminer mon propos sans souligner que le présent séminaire, qui est le prolongement de celui organisé ici en terre hospitalière du Mali au mois d'octobre 2022 sur les bonnes pratiques, s'inscrit dans la logique du projet régional regroupant le Mali, la Mauritanie et le Niger, en cours d'élaboration avec l'Institut d'économie rurale comme leader, en partenariat avec l'ICESCO, le gouvernement de Norvège et les autres partenaires techniques et financiers, et surtout l'accompagnement constant du gouvernement de la République du Mali. L'opportunité et la pertinence du dit projet justifient pleinement la volonté de mettre sur pied un réseau africain d'experts sur le dromadaire afin de disposer d'une masse critique de ressources humaines capable de prendre en charge la problématique de l'espèce dans sa complexité à travers une approche holistique et inclusive. Je demeure persuadé qu'au terme de ces 3 jours, une situation exhaustive des propriétés médicinales et thérapeutiques du dromadaire sera faite, ainsi que ses dimensions culturelles, afin de produire un document qui sera édité et partagé avec tous les acteurs, même si la réflexion va se poursuivre dans le cadre du projet régional et du réseau d'experts africains qui sera porté sur les fonds baptismaux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord vous souhaiter, au nom du ministre du Développement rural, la bienvenue au séminaire régional sur l'inventaire des dimensions médicinales, thérapeutiques et culturelles du dromadaire en Afrique. À cette occasion, je voudrais vous remercier vivement pour votre présence à cette cérémonie importante pour les acteurs du sous-secteur de l'élevage. L'événement de ce matin s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'une coopération scientifique entre l'Institut d'économie rurale et l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ICESCO, en vue d'améliorer la productivité de l'élevage camélin dans sa zone de prédilection. Mesdames et messieurs, la plupart des pays sahéliens sont caractérisés par des vastes étendues arides et désertiques, avec de longues périodes de sécheresse, une rareté de l'eau de surface et une végétation spontanée éparse. Dans ce contexte de précarité remarquable, le dromadaire est l'une des espèces animales les plus adaptées. Cette aire de distribution du dromadaire recouvre aussi celle des populations pastorales nomades ou transhumantes qui ont adopté cet animal non seulement pour le transport, mais aussi et surtout pour leur survie grâce à ses nombreux produits. En effet, le dromadaire fournit une viande de haute qualité, moins de graisse, faible taux de cholestérol et un taux relativement élevé en acides gras
polycentré. Du lait avec des propriétés thérapeutiques remarquables et de la laine. Selon les statistiques officielles, la production mondiale de lait de chamelle est évaluée à près de 5,4 millions de tonnes par an, destinées essentiellement à la consommation locale. Le taux d'abattage à l'échelle mondiale, qui est aujourd'hui d'environ 7%, peut atteindre 95% en Égypte, 31% au Maroc et moins de 5% dans les pays sahéliens, témoignant ainsi de la nécessité des importations pour satisfaire la demande nationale. Au Mali, la plus haute autorité accorde une place de choix à l'élevage des camélins à travers la mise à échelle des projets innovants, dont le projet Adaptation de l'agriculture et de l'élevage au changement climatique, financé conjointement par le gouvernement du Mali et celui du Royaume de Norvège. Ces interventions ont contribué à l'amélioration des revenus des ménages et au renforcement de la résilience des passeurs et des agropasseurs face au changement climatique. Des résultats socio-économiques ont été obtenus grâce au renforcement de la capacité des éleveurs, à la gestion du troupeau de dromadaires, aux techniques de complémentation des chamelles allaitantes, à l'application du plan de prophylaxie médicale et sanitaire à travers des plateformes d'innovation des chaînes de valeur lait, viande et traction animale. En plus des avantages socio-économiques et environnementaux qu'offre son élevage, de nombreuses propriétés médicinales et pharmaceutiques sont prêtées à plusieurs produits de dromadaires et l'existence de pratiques culturelles liées aux dromadaires. C'est dans le souci d'optimiser les bienfaits des produits de dromadaires que l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture et l'Institut d'économie rurale au Mali organisent le présent séminaire dont l'objectif est de répertorier les utilisations médicinales et thérapeutiques, empiriques et scientifiques des produits de dromadaires et aussi les pratiques culturelles du dromadaire. Chers participants, durant 3 jours, vous aurez à échanger sur des thématiques portant, entre autres, sur l'inventaire des propriétés thérapeutiques et médicinales des différents produits du dromadaire et la description des formes d'utilisation en Afrique de l'Ouest. Les systèmes d'alimentation des dromadaires et la qualité des produits du dromadaire, les types d'élevage et la variation de la composition du lait de chamelle, l'impact de la transformation du lait de dromadaire sur ses propriétés médicinales et thérapeutiques des produits du dromadaire, les stratégies pour la valorisation et la pérennisation de la dimension culturelle du dromadaire pour les générations actuelles et futures. Le présent atelier sera également l'occasion d'échanger sur l'opportunité de la création d'un comité régional d'experts sur les produits du dromadaire sous l'égide de l'ICESCO. Je tiens ici à remercier, à exprimer toute notre satisfaction pour cette initiative, en espérant qu'elle servira de déclic pour une véritable amélioration des utilisations médicinales et thérapeutiques des produits du dromadaire. Je voudrais conclure en adressant mes sincères remerciements à tous les partenaires qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue du présent séminaire. Je vais ici citer l'Institut d'économie rurale, l'ICESCO, le Royaume de Norvège, avec le soutien du gouvernement du Mali. Je voudrais associer à ces remerciements tous les experts internationaux, les représentants des services techniques, des ONG et les différents chercheurs de l'IER. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouverts les travaux du séminaire international sur les dromadaires pour le renforcement des capacités des éleveurs, sur les bonnes pratiques zootechniques. Je vous remercie de votre aimable attention.